La compétition et ses intérêts en médiation équine. Alors tout d'abord, je vais vous exposer brièvement les différentes compétitions en fonction des différents handicaps et des différentes fédérations qui s'en occupent. Et ensuite, à travers les différentes étapes de la compétition, je vous exposerai les intérêts de la compétition en médiation équine, en équithérapie. Les différentes compétitions. Je commencerai par vous exposer alors je commence tout de suite. Par le handicap moteur et sensoriel, il y a différentes disciplines qui sont représentées, essentiellement le paradressage, le CSO et l'attelage, qui sont gérés par les fédérations françaises d'équitation et fédérations handisport. Alors, à l'origine, c'était la fédération handisport qui développait toute l'équitation pour personnes en situation de handicap moteur et sensoriel. Mais depuis quelques années, le paradressage est une délégation de la FFE. Le paradressage est notamment la seule discipline olympique, et ce depuis 1996. Donc elle est aussi régie par la FEI, la Fédération d'équitation internationale. Dans le paradressage, il y a différents niveaux. Ça va du niveau club, donc l'équivalent de la club 3, jusqu'au paralympique, en passant par niveau amateur et niveau professionnel. Et, euh, et les reprises sont divisées donc par niveau et par handicap aussi. Les personnes en situation de handicap doivent se faire classifier par un médecin reconnu par la fédération et sont réparties en différents grades. En niveau club, la procédure est simplifiée pour avoir accès à tous et que ce soit plus facile. Il y a juste un formulaire à compléter, à faire valider par la fédération. Et à partir de là, on peut s'inscrire en reprise par adressage. Alors rien que ça, c'est hyper important. Moi, je vous raconte tout de suite l'anecdote d'une de mes élèves qui est une personne hémiplégique qui faisait aucun sport. Et un jour, elle se dit qu'elle veut se mettre au sport. Alors elle aurait pu faire du char à voile, mais elle voit un reportage sur de l'équitation. Et donc, donc elle se met à rechercher un centre équestre. Elle me trouve et je l'ai faite monter à cheval et j'ai décidé de l'emmener en compétition. Et le jour où elle a reçu sa licence compétition, elle m'a dit qu'elle avait voulu être institutrice, mais qu'il y avait une épreuve d'EPS à l'époque et qui était obligatoire et que donc elle n'avait pas pu être institutrice à cause de ça. Et depuis, là, elle prenait sa revanche parce que non seulement elle avait une licence sportive, mais en plus elle avait une licence compétition et que pour elle c'était énorme. Donc voilà, ça c'était une petite anecdote. Il y a également donc il y a du paradressage et également de l'attelage et du CSO en collaboration avec les deux fédérations, Handisport et FFE. Et on peut organiser un peu dans toutes les autres disciplines FFE, attelage, voltige, on peut s'inscrire en tant que personne en situation de handicap, mais il n'y a pas encore de classement différencié. Alors pour les personnes en situation de handicap mental et psychique, c'est la Fédération française de sport adapté qui s'en occupe. Il y a beaucoup de disciplines représentées, dressage, équifun, CSO, cross, attelage. Il y a également l'équifun. Cette fédération est très active ces dernières années et chaque année, il y a un championnat de France d'équitation adaptée. Les cavaliers sont classifiés. La Fédération française de sport adapté s'occupe de différents sports adaptés et a une classification commune en répondant à un formulaire qui regroupe des questions pour évaluer les capacités des personnes et pouvoir ainsi être dans un classement correspondant au handicap. Les personnes sont qualifiées selon 3 catégories, A, B, B, C et C, D. Et il y a des podiums non seulement par discipline, par handicap, par âge. En Fédération française de sport adapté, il y a possibilité de louer les chevaux sur place dans le centre équestre organisateur, ce qui peut être facilitateur de déplacement pour aller en compétition, parce que c'est parfois pas évident de déplacer des chevaux qu'on utilise qui ne sont pas forcément les nôtres. Et même les nôtres, quand c'est loin, ça peut coûter cher. Je vous parlerai également des autres compétitions parce que ça, c'est les compétitions principales qui sont les plus répandues.
mais on a la possibilité de faire toutes les compétitions qu'on le souhaite, en voltige notamment. Le Pied à l'étrier, qui est une association que je connais bien, participait à des concours de voltige classiques avec une équipe handi valide. Et il y avait tout à fait la possibilité de s'y inscrire. Après, on peut organiser des concours internes, on peut organiser des manifestations avec des petites compétitions dans lesquelles on allie les personnes en situation de handicap et les personnes valides. Ça favorise l'inclusion notamment, ou même des compétitions inter-établissements, quand vous recevez plusieurs établissements, vous organisez en semaine, par exemple, un petit concours tous ensemble. Tout ça pour dire qu'il y a la possibilité d'organiser des compétitions officielles, non officielles, si vous cherchez à travailler la compétition avec vos élèves. Après, tant pour les compétitions organisées par les fédérations que les autres, il y a encore beaucoup de notre initiative de faire mettre au programme des reprises spéciales par adressage ou handi. Maintenant que je vous ai exposé les différentes compétitions, je vais en venir aux intérêts de la compétition en médiation équine. Le sport a depuis très longtemps été reconnu comme thérapeutique. Ça a commencé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le sport devient un outil thérapeutique. Il y a des centres de traitement pour les syndromes post-traumatiques qui voient le jour, où ils allient le sport, la kinésithérapie, la psychothérapie, différentes techniques corporelles. On commence à affirmer que les activités physiques ont leur place dans le soin en psychiatrie pour les malades mentaux chroniques avec des objectifs très précis, telles que l'acquisition de l'autonomie, l'amélioration du comportement relationnel, la prise de conscience, l'affirmation de soi, tout ça. Et ça se développe à partir de là, petit à petit, jusqu'à nos jours. Et d'ailleurs, il y a le décret de mars 2017 par lequel les médecins peuvent prescrire l'activité physique à leurs patients souffrant d'affections de longue durée. Donc le sport est bien ancré maintenant de nos jours comme thérapeutique. Prendre soin du corps pour prendre soin de l'esprit, c'est connu. Et l'équitation a suivi la même évolution. Elle connaît également des vertus thérapeutiques. Dans le milieu de l'équitation, surtout en France, on différencie beaucoup l'équitation adaptée de l'équithérapie et on a tendance parfois à cliver les deux. Moi, je pense que l'un peut bénéficier à l'autre et vice-versa. Et comme les limites quand même sont assez floues parce que on utilise tous les deux le cheval et on fait les choses, je pense que l'on peut se servir de l'un de l'autre et c'est pour ça que j'en viens à la compétition. La compétition, elle semble n'appartenir qu'au domaine du sport et pourtant elle a des nombreux intérêts thérapeutiques. Et je pense elle peut être utilisée comme un outil thérapeutique, comme un outil pour atteindre des objectifs thérapeutiques. Moi, je dirais qu'en équitation adaptée, quand on fait du sport, on a des bénéfices secondaires thérapeutiques, mais qu'on peut également, quand on a des objectifs thérapeutiques, se servir de la compétition pour aller vers le thérapeutique. Alors, je vous parlerai de la compétition en tant que telle. La compétition, c'est un révélateur d'un travail accompli et d'une performance à un instant T qui est unique. Donc, on peut décomposer la compétition en 3 phases. La préparation, bien entendu, physique, mais également mentale et psychique. De nos jours, tous les sportifs de haut niveau ont des coachs pour leur préparation mentale, car il y a un travail sur soi à faire pour mieux se connaître, s'analyser et pouvoir s'améliorer. Ensuite, il y a la compétition en elle-même, qui est un moment unique en soi qu'on ne peut pas reproduire à l'entraînement. C'est un événement qui est préparé, qui allie du stress, de l'émotion, il y a le regard des autres. C'est le résultat d'une démarche faite sur le long terme et elle exacerbe les progrès de la personne et elle donne surtout une importance tout autre au travail donné en préparation. Enfin, il y a le résultat ou la performance qui n'est pas une fin en soi, qui est un révélateur de là où en est la personne à un instant T, cognitivement, émotionnellement, socialement, et qui peut permettre de définir des nouveaux objectifs par la suite, et qui permet de révéler qui on est réellement. Alors, la préparation, la phase de préparation, donc elle fait déjà partie de la compétition, et elle fait entrer en jeu beaucoup d'intérêts thérapeutiques. Tout d'abord, il y a déjà la décision
de faire de la compétition. Comme je vous disais tout à l'heure, pour une personne en situation de handicap, déjà, pouvoir se projeter dans de la compétition, ça peut être un accomplissement. C'est déjà une étape en soi. Il y a une cavalière qui est également une amie, qui est cavalière de paradressage pour l'équipe d'Irlande, qui était cavalière avant et a fait une chute de cheval. Elle s'est cassée deux vertèbres et s'est retrouvée avec des, des handicaps au niveau des jambes. Elle a été d'abord en fauteuil roulant, mais elle a récupéré petit à petit. Puis elle a des muscles qui fonctionnent plus. Et quand elle a recommencé à monter à cheval et qu'elle a eu pour objectif de faire de la compétition, elle, c'était dans un état d'esprit sportif. Elle voulait reprendre le sport, reprendre sa passion. Mais ce qu'elle analyse, c'est qu'elle dit que la possibilité d'avoir pour but dans la vie la compétition, pour elle, ça a été énorme parce que c'était un autre but que juste d'aller bien, que juste d'être contente d'en être là où elle en est. C'était la possibilité d'aller plus loin et ça l'a poussée à trouver un travail pour pouvoir financer ses déplacements. Ça l'a poussée à s'organiser et à avoir une récupération physique, un travail physique encore plus poussé pour pouvoir monter à cheval et être apte pour les entraînements. Et c'était aussi pour elle beaucoup la possibilité d'être confrontée à l'échec. Parce que, comme je vous disais, c'était toujours la recherche d'aller mieux, que toujours aller vers le mieux. Et là, elle se disait, mais pour une fois, je vais pouvoir rater. Je vais avoir le droit de ne pas gagner quelque chose et pouvoir se reconfronter à l'échec et à la vie en général. Avoir la possibilité de ne pas y arriver. Et pour elle, voilà, c'était très enrichissant. Décider de faire de la compétition, c'est également accepter d'avoir confiance en soi. Il faut se connaître soi-même. Donc pendant toute la phase de préparation, ça va permettre de chercher à se connaître soi-même, savoir de quoi on est capable, travailler sur soi, sur ses limites et ses capacités, travailler son estime de soi. Ça va être un travail relationnel voilà, travailler la confiance aux autres, la confiance en son coach, la confiance en son cheval, euh, appartenance à une équipe avec son cheval, avec son thérapeute. C'est également un engagement. On travaillait avec des jeunes d'ITEP et pour nous et pour eux, c'était ce qui était important, c'était l'engagement. Je me lance dans la préparation, mais c'est pas une préparation qui s'arrêtera dans 3 semaines. C'est une préparation avec un objectif final et il fallait s'engager jusque-là. Se préparer à une compétition, ça demande également tout un travail cognitif, évidemment. Apprendre les reprises, mémoriser les reprises, le repérage spatio-temporel, apprendre les parcours. Il y a tout un travail de mémorisation, tout un travail de concentration, un travail d'attention. Il y a tout un travail émotionnel également, gestion des émotions, de la persévérance, améliorer ses performances, avoir la capacité de voir ses limites et ses capacités. Donc déjà dans la préparation, il y a beaucoup d'intérêts thérapeutiques et d'objectifs thérapeutiques qui peuvent être mis en place. Ensuite, la compétition, comme je l'ai dit plus tôt, c'est pas un moment anodin, pardon. Il y a le regard des autres, de sa famille, de ses pairs. C'est une mise en situation qui exacerbe les progrès de chacun et qui donne une importance tout autre aux progrès qu'on a fait. C'est un moment de reconnaissance valorisante. Rien que d'y participer, c'est une valorisation. Valorisation de soi, valorisation de son travail, valorisation des progrès. Euh, la compétition en équithérapie, plus que dans un autre sport, est intéressante car le cahier, il n'est pas seul, il est avec son cheval, sur qui il peut compter et avec qui il doit composer. Donc il y a un travail de confiance et un travail d'équipe qu'on aura travaillé en préparation, bien entendu, mais là, on se retrouve seul dans le manège, dans la carrière, et c'est un travail d'équipe avec soi-même et avec son cheval. Lors de la compétition, toute cette concordance de facteurs amène à travailler particulièrement l'attention, parce que forcément l'attention avec le monde qui est autour, la concentration bien évidemment, mais également l'autonomie et l'adaptabilité. Il faut savoir composer avec les réactions de son cheval, faut savoir quand on fait une erreur sur un parcours la corriger.
Donc, en compétition, le coach est plus là et il faut se gérer et gérer le cheval. Après, il y a également tout le côté social, bien entendu, avec le respect des concurrents, le respect des juges, euh, le, la patience, savoir attendre son tour, respecter les codes de, des concours. Euh, c'est euh, c'est très important. Et dans l'intérêt social, j'ajouterais la reconnaissance des enfants envers leurs parents, la reconnaissance des parents qui voient en leur enfant, alors pour les enfants en difficulté, on va voir en l'enfant qu'il est justement capable de faire des choses, revaloriser son enfant, se revaloriser soi-même. J'avais un élève qui était en dépression depuis un AVC, un homme d'affaires qui avait sous sa responsabilité beaucoup de monde, et il a eu un AVC important. Il avait dû réapprendre à lire, réapprendre à parler. Et quand il montait à cheval, souvent, dès que je le poussais un peu, il disait, mais n'oublie pas que je suis à moitié con. Et je lui répétais toujours, bah, si tu l'es à moitié, on va utiliser l'autre moitié. Et c'est comme ça qu'on a avancé, donc il reprenait un peu confiance en lui. Et je lui ai proposé un jour de montrer à sa fille notamment et aux autres de ce qu'il était capable en présentant une reprise libre en musique de paradressage à la fête de fin d'année du centre équestre pour un concours interne. Et, euh, et donc on a travaillé pour ça, et puis lui tout à coup il s'est dit bah ouais je peux faire des choses, je vais le faire. Et pour sa RLM il avait choisi une musique qui a pour titre Les Niais de Sologne pour montrer il l'était plus tant que ça et qu'il fallait utiliser la moitié qui fonctionnait et que maintenant c'était ça et qu'il ne se définissait plus comme l'autre moitié. Et là, il avait la reconnaissance de tout le monde et il pouvait lui-même, il prenait confiance en lui. Il avait une plus grande estime de soi en pouvant participer à cette compétition et montrer aux autres de quoi il était capable. Alors, j'en viendrai maintenant à la performance, au résultat. Le résultat, ce que je vous disais, c'est pas une fin en soi, mais une étape, un travail de plus pour la suite. Bien entendu, le résultat permet de travailler sur la notion d'échec, mais également sur la notion de réussite. C'est parfois compliqué pour certains de savoir qu'ils peuvent réussir, autant que d'échouer, bien entendu. La notion d'échec, il ne faut pas oublier que l'échec fait partie de la vie de tous les jours et que donc tout le monde doit pouvoir un jour se confronter à l'échec et c'est quand même plus dans l'apprentissage de l'échec, c'est mieux d'apprendre à perdre une compétition que d'apprendre à perdre quelque chose qui serait plus important dans la vie. Il y a aussi la notion de chemin parcouru, savoir qu'on a réussi, pouvoir regarder en arrière et se dire, bah, il y a quelques mois, quand j'ai décidé de faire ma compétition, je pensais pas en arriver là. Et je vous raconter encore une anecdote. Une élève qui faisait de l'attelage et qui a fait les championnats de France de sport adapté en attelage, qui disait, quand elle a commencé, elle était en dépression, on va dire. Elle était au fond du trou, comme elle dit. Moi, j'étais au fond du trou il y a quelques mois et maintenant, je suis sur la première marche du podium. Et pour elle, c'était une grande réussite. Et c'était voir tout le travail qu'elle avait réussi à accomplir qui, euh, qui était énorme parce qu'il avait fallu qu'elle perde du poids, qu'elle retrouve une forme physique, qu'elle prenne confiance en elle, qu'elle prenne confiance aux autres et pour elle, ce qui était aussi très important, c'était réussir à se montrer aux autres, ce qui n'était pas évident pour elle. Et là, elle s'était montrée lors d'une compétition et en plus, elle avait gagné. Le résultat, c'est aussi pouvoir identifier ses lacunes et ses points forts, savoir se remettre en question. Alors pour les enfants d'ITEP, j'ai travaillé en collaboration avec Sophie Peignet justement sur un projet compétition pour des enfants d'ITEP, donc d'un institut thérapeutique, pédagogique, éducatif. Pour ces enfants-là, qui sont en situation d'échec scolaire permanent, par exemple, participer à une compétition, c'est un engagement avec une motivation, c'est accepter des codes, c'est adhérer à des règles, c'est respecter son cheval, respecter son coach, respecter les autres participants. C'est créer avec le cheval un lien d'attachement et c'est
rien que d'y participer, c'est être mis en avant en situation de réussite. Alors pas forcément, c'est là où je dis que c'est la performance et pas forcément le résultat. L'important, c'est pas forcément d'être sur le podium, mais c'est d'avoir réussi à aller jusque-là. Et tout ça, pour eux, c'est important parce que c'est une confiance qu'on leur accorde dans les emmenant en championnat. Alors je dis championnat de France, mais ça peut être n'importe quelle compétition, même une compétition interne. Leur montrer qu'on a confiance en eux et qu'ils peuvent aller faire une compétition. Et pour eux, c'est être valorisé aux yeux de leurs parents, aux yeux de leur père. C'est souvent, ça peut être compliqué, ça aussi. C'est être valorisé aux yeux de la société. On fait partie de la société comme les autres. On a une licence compétition, on fait des compétitions, on peut partager ça avec les autres. Et ça renvoie une image positive d'eux-mêmes. Ça peut permettre de rompre, donc je vous parle toujours des enfants d'ITEP là, ça peut permettre de rompre le cercle vicieux dans lequel ils sont souvent de échec scolaire, donc ils travaillent mal, donc on a une mauvaise vision d'eux parce que on se dit bah ils vont encore mettre ça en échec. Et là de réussir à mettre en réussite ce processus d'aller jusqu'à la compétition, ça rompt un peu ce cercle vicieux, autant pour eux que pour leurs parents, oui, même que pour leurs encadrants. Et ça donne une motivation pour progresser, et ça donne une motivation aussi pour voir que bah, dans la vie de tous les jours, ils peuvent également rompre ce cercle vicieux et voir que bah, en travaillant un peu, en travaillant sur soi, en faisant des efforts, on arrive à des résultats. Voilà. Alors euh, lorsque je vous disais que la compétition a des intérêts thérapeutiques, je continue à dire, je ne pense pas que ce soit une fin en soi. Je ne dis pas que quand on arrive au résultat, ça y est, c'est fini, merci, au revoir, vous avez fini votre thérapie. Je pense que c'est un outil. C'est un outil qu'on peut utiliser dans le but d'atteindre des objectifs thérapeutiques. C'est un moyen de mobiliser les gens. Et pour les cavaliers qui pratiquent une équitation en tant que sport, c'est des bénéfices secondaires qui sont à prendre en compte et à travailler, je pense. Voilà. Donc je conclurai en disant voilà, ce que je viens de vous dire, la compétition apporte des bénéfices secondaires aux cavaliers pratiquant l'équitation en tant que sport et elle peut être utilisée comme outil dans le cadre d'une prise en charge pour atteindre des objectifs thérapeutiques. Je vous remercie. Alors, il y aura d'autres webconférences le 28 janvier sur consulter, vérifier les rations pour le cheval. Voilà, je vous les mets sur le site. Euh, voilà, vous pouvez les retrouver sur le site de l'IFCE. Je vous remercie. Je vais commencer à prendre connaissance des questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Alors, il y a une première question qui était pourquoi n'y a-t-il pas d'autres disciplines, notamment CCE et voltige, accessibles en parcours de compétition? Alors, CCE, en sport adapté, il y a dressage, obstacle, cross. Avant, il y avait un classement commun, maintenant, je ne pense pas. Mais les trois disciplines sont accessibles. En handicap physique, il y a de l'obstacle. Ah oui, alors je vous en ai pas parlé. Il y a de l'obstacle. L'obstacle, on peut la pratiquer soit avec des suiveurs, donc la personne, euh, par exemple pour les personnes aveugles, euh, et sinon il y a aussi les crieurs. Et donc, en fait, je vous parle de ça parce que, par exemple, vous devez connaître Salim Ejnaini, qui est une personne aveugle qui a d'abord pratiqué la compétition d'obstacles en handisport et qui a décidé de monter maintenant en CSO amateur et se confronter aux valides. Et il réussit à le faire grâce à des adaptations. Il y a plein d'adaptations qui peuvent être connues. Et lui, son adaptation, c'est que donc il monte à cheval avec des crieurs. Il monte à l'oreille, comme il dit. Donc des gens qui sont à côté de chaque obstacle et qui l'aident à se diriger sur le parcours. Mais il participe au concours classique.
Et la voltige. Mais pourquoi c'est pas accessible en parcours de compétition? C'est juste parce que ça n'a pas encore été développé. Par exemple, l'attelage aussi, ils sont en train d'essayer de développer des concours para-attelage. C'est voilà, c'est un manque de participants plus qu'un rejet des fédérations. Alors, est-ce que tu vois des limites ou contre-indications à proposer la compétition à certains publics ou dans certaines situations, que ce soit dans un domaine sportif, éducatif et thérapeutique ou de loisirs? Des limites, bah, moi moi personnellement, j'en vois pas forcément. Après, c'est souvent le patient, le cavalier, qui vous amène à savoir s'il faut proposer de la compétition ou pas. Tout le monde n'est pas prêt à faire de la compétition, tout le monde n'a pas l'envie de faire de la compétition. Euh, donc, euh, ça se limite, enfin ça se limite, ça s'auto-limite par la personne que vous avez fait en face. À chaque thérapeute de voir dans quel cadre c'est possible et comment et si les objectifs de la compétition correspondent aux objectifs du patient. Auprès de quels organismes peut-on se rapprocher pour des formations, aides et cahiers des charges pour l'aménagement des infrastructures? J'ai contacté plusieurs associations, mais aucune réponse. Dans quel l'aménagement des infrastructures, mais dans quel cadre? Dans le cadre de la compétition, il n'y a pas forcément d'aménagement. Euh, je comprends pas vraiment la question, Charlotte, en fait. Tu poses une autre question. Actuellement en formation prépa physique ou sportive, pour compléter mon BP, connaissez-vous des organismes auprès desquels obtenir des informations sur des prépas physiques adaptés à chaque handicap? Ça, c'est des questions auxquelles on pourra peut-être vous répondre en privé, mais qui correspondent pas forcément à la compétition. Nicolas, est-ce qu'il y a aussi une branche tourisme équestre adaptée? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, mais à creuser. Faudrait regarder. Mais je ne crois pas, non. Après, c'est comme partout. Après, chaque professionnel peut aussi. Il y a des fédérations, mais chaque professionnel peut être capable d'adapter ses compétences. Enfin, ses compétences, son matériel doit être capable de savoir si ses chevaux sont adaptés et, euh, et savoir s'il peut se permettre d'emmener des personnes en situation de handicap. Moi-même, dans mon cadre, j'ai emmené des personnes en situation de handicap en promenade et j'ai organisé une randonnée pour des personnes en situation de handicap. À chaque, euh, à chaque cavalier, euh, à chaque cavalier, à chaque handicap, son adaptation. Donc après, on peut adapter. C'est comme je vous disais tout à l'heure, les personnes qui voulaient faire de la voltige, ils ont réussi à s'intégrer dans des compétitions classiques. À nous aussi d'unir nos forces pour créer des compétitions adaptées au handicap. Alors, j'ai raté des questions de Nicolas. Est-ce que l'échec le jour de l'épreuve, notamment s'il est répété ou il n'est pas accepté, ne peut pas conduire à une aggravation des difficultés ou du sentiment de différence, de dévalorisation? Est-ce une situation que tu as déjà rencontrée? Non, je n'ai pas encore rencontré cette. Alors, euh, j'ai pas vraiment rencontré cette situation. J'ai déjà rencontré la situation d'une personne euh, qui a été présentée à l'échec et qui surtout trouvait l'échec injuste. Elle n'avait pas le résultat ne correspondait pas à son sentiment. Et donc, on a travaillé là-dessus. Et c'est ce que je disais, c'était pas une fin en soi. Du coup, on a travaillé par la suite euh, là-dessus. Et d'ailleurs, le problème venait plus de ses parents que d'elle-même. Et après, plusieurs années après, c'est là où j'ai même redéfini mes objectifs avec elle. Mes objectifs n'étaient pas qu'elle arrive en compétition et qu'elle fasse un bon résultat en compétition. Mon objectif était qu'elle accepte le résultat en compétition.
Et, et cette jeune fille, par exemple, 2 ans après, obtient un résultat moyen et est ressortie enchantée de sa reprise de dressage à l'époque, parce que elle avait géré une situation. Le cheval, qui, est qui était un poney très grégaire, s'est mis à hennir, à vouloir retourner à la porte. Et elle a réussi cette fois-ci, alors que les premières fois, j'ai dû l'aider à revenir au centre et commencer sa reprise. D'elle-même, elle a réussi à lui remettre 2 coups de talon et le remettre en avant et lui dire qu'elle était avec lui. Et pendant toute la reprise, elle lui dit: je suis là, t'inquiète pas, on y va. Et elle est ressortie de cette reprise en disant: je suis contente parce que Jericho a fait des progrès et que cette fois-ci, j'ai réussi à le maîtriser. Donc voilà, donc je pense que tout est une question d'objectif et d'interprétation. Et aussi, bien sûr, mais comme dans les compétitions pour les personnes classiques, on n'emmène pas en compétition quelqu'un qui n'est pas prêt à aller en compétition et qui n'est pas prêt à l'échec et qui n'est pas prêt. Voilà. Est-ce qu'il y avait la médiation équine moderne? Alors, la médiation équine moderne est née avec la compétition et les effets de l'activité physique sur le fonctionnement moteur, mais pourtant le développement de la médiation équine a eu tendance à éloigner, du moins en France et aux USA, les activités physiques des activités thérapeutiques, notamment parce qu'elles correspondent à des cadres juridiques et à des compétences très spécifiques. Comment sortir de cette dichotomie? Le cadre sport et santé te semble-t-il pertinent et apporter des garanties d'encadrement suffisantes? Je ne pense pas que ça apporte des garanties d'encadrement suffisantes, je pense que c'est pertinent parce que ça pousse à allier sport et santé. Après, il faut que les thérapeutes ou les, les personnes qui font sport et santé aient une bonne notion du sport et une bonne notion de la santé. Et que ce ne soit pas. Il faut qu'il y ait un suivi pour que ça puisse être allié. Mais je pense que c'est très pertinent, qu'il faut continuer à allier sport et santé et que ce soit reconnu surtout. C'est ça qui aide. Euh, c'est ça qui aide au développement justement du sport et santé, qui aide au développement de l'équithérapie, qui aide au développement de la thérapie par le sport. C'est ça qui. J'ai un élève qui a eu un double AVC et qui a de lui-même fondé toute sa thérapie sur le sport. Il montait, il faisait 5 sports en une semaine. Il a passé un an à faire que du sport. Et il alliait tous les sports pour avoir récupération physique et mentale. Et ça a été très efficace. Et donc voilà, je pense que si on pousse aussi au sport quand c'est adapté et quand c'est euh, intéressant, c'est pas ça le mot le terme que je cherche, mais c'est pas grave, euh, ça peut être très bénéfique. Connaissez-vous des organismes pour nous guider dans la création d'une écurie pour accueillir des personnes en situation de handicap, pour nous guider dans le choix des aménagements, des équipements, afin de donner accès à la pratique? Non, je ne connais pas les organismes précis pour ça. Peut-être que quelqu'un peut vous répondre. Nous, les adaptations, vous pouvez les faire vous-même. Vous n'êtes pas obligé de vous rapprocher d'un organisme. Euh, voilà. Non, je ne connais pas. Est-ce qu'il y a des parcours de formation spécifiques à l'encadrement de la compétition équestre? J'imagine que les moniteurs ont peut-être d'autres professionnels, notamment chez Handisport et la FFSA. La FFSA forme des moniteurs en sport adapté. Il y a aussi, mais après spécifique à l'encadrement de la compétition équestre, je ne crois pas. Mais quand on est formé pour on se forme le BFEH par exemple, donc le brevet fédéral d'équitation équihandi de la FFE, dans le programme du BFEH, on parle de la compétition et des différentes compétitions qui puissent exister.
Les moniteurs de la FFE sont censés être formés tout public. Maintenant, il y a des spécialisations qui se connaissent. Mais ce sont des formations en sport adapté équestre ou en sport adapté en général. Non, il y a un sport adapté en général. Je connais pas la formation sport adapté équestre.